Bonjour à tous. Mon invité cette semaine avait 17 ans en 1980, quand il adhère au mouvement des jeunes socialistes pour soutenir Michel Rocard. Universitaire, il devient son conseiller pour les affaires étudiantes en adhérant au syndicat UNEFID. En faculté, ses amis Alain Boer et Stéphane Fuchs. En 1998, il devient premier vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et parallèlement, il sera chargé de la communication et de la presse au cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre à l'époque. Maire d'Évry en 2001, il sera aussi député l'année suivante et réélu jusqu'en 2012. Jugé trop à gauche pour la droite, peut-être un peu trop à droite pour la gauche, en 2007, il aurait été appelé pour entrer dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. 2012, Nicolas Sarkozy toujours est remplacé par François Hollande. Mon invité sera nommé ministre de l'Intérieur. 2013, il limite l'immigration à 30 000 entrées par an. 2014, il fait interdire le spectacle de Dieudonné. La même année, il est nommé Premier ministre et il le sera jusqu'à la présidentielle de 2017. Il retrouvera les bancs de l'Assemblée nationale, mais n'y trouvant plus d'intérêt, en 2018, il se présente aux élections municipales de Barcelone. Mais la France est sa seconde nature, il y séjourne régulièrement. Ses analyses, sa vision du monde de la France, des grands problèmes auxquels elle est confrontée, font qu'il est régulièrement invité et interrogé dans les médias français. Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Sur le site change.org, vous avez lancé une pétition ayant pour titre « J'accuse » qui nous rappelle Zola et Dreyfus. C'est un texte que j'ai trouvé fort dans lequel vous élevez contre la décision de la Cour internationale de justice de La Haye et vous apportez votre soutien à la démocratie israélienne. Dans quel état d'esprit vous avez écrit ce texte ? Qui est-ce que vous vouliez secouer ? Réveiller les médias ? L'opinion publique en France, les partis politiques, ou alors c'était l'apathie du gouvernement français vis-à-vis d'Israël? Bon, d'abord, il y a évidemment de l'indignation chez moi, évidemment de manière très, très modeste, parce qu'il faut être modeste par rapport à un texte aussi important que celui d'Émile Zola. Mais je voulais marquer, au fond, la même indignation vis-à-vis, au fond, de tous les mots que vous venez de rappeler. Dès le 7 ou 8 octobre, au lendemain des événements terribles subis par Israël, j'ai fait partie de ceux qui ont compris que très vite, il y aurait une forme de retournement. Israël passerait très vite du statut de victime à celui de bourreau, d'oppresseur. Et je craignais, évidemment, que l'antisémitisme, la haine des Juifs, la haine d'Israël, explose en Europe. Je ne pensais pas être aussi près de la vérité. Nous assistons toujours à un véritable tsunami. Et ce que je dénonce, c'est à la fois l'aveuglement de beaucoup d'analystes, de responsables politiques sur ce qu'a été la réalité de cette attaque, c'est-à-dire la mise en cause même de l'existence d'Israël et la puissance de l'islamisme qui se nourrit d'abord de la haine d'Israël et des Juifs. Je dénonce aussi une paresse intellectuelle vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. On répète toujours les mêmes choses en essayant aujourd'hui de confondre le Hamas avec la cause palestinienne. Et puis la collusion d'une partie de la gauche, je le dis depuis longtemps, d'un courant intellectuel et universitaire qu'on résume au wokisme ou à la cancel culture, puissant dans les universités, et qui participe de cette haine d'Israël, avec une lecture du monde entre les oppresseurs et les opprimés, les oppresseurs étant évidemment les Israéliens avec le monde occidental, les opprimés étant évidemment les minorités, dont les Palestiniens, et le rôle d'un certain nombre d'États qui participent de tout cela, au nom d'une certaine vision de ce qu'on appelle le Sud global. Et parmi ces États, il y a l'Afrique du Sud. Et je pense en effet que la France et notre diplomatie, qui sont au clair sur ces sujets-là, mais ne manifestent pas suffisamment de vigueur dans la condamnation de ce qui se passe et de ce qui est très, très, très grave. Et c'est l'occasion d'affirmer mon soutien, nous y reviendrons évidemment,
à l'État d'Israël. Alors pour vous, le choix est simple. L'avenir de la démocratie, de l'Occident, c'est l'honneur ou la soumission au travers de la cécité de la CIJ, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, et le dévoiement de l'ONU. Vous voulez lancer au monde toutes les vérités que vous ressentez. Pour vous, Manuel Valls, c'est l'existence même de l'État d'Israël et de l'avenir du monde occidental qui se joue sur ces 45 km² de Gaza? Mon ami Alexis Lacroix publie dans quelques jours un très beau livre sur Raymond Aron, et sans dévoyer son livre, mais il rappelle des citations de ce grand penseur. Il dit d'abord que la reconstitution de l'État d'Israël, 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est un des événements les plus extraordinaires de cette époque étrange. Je crois qu'il a raison. Je pense que nous, occidentaux, humanistes, devons comprendre ce que cela a signifié pour le monde, la construction de l'État d'Israël. Mais il rajoute aussi qu'en guerre froide avec ses voisins, l'État d'Israël est voué à un destin héroïque et limité. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons que pour différentes raisons, beaucoup de gens souhaitent la disparition d'Israël ou sont gênés par son existence, par rapport à leur vision des choses. Or, oui, je pense sans être caricatural, parce qu'il faut toujours, quand on analyse les événements géopolitiques, il faut mettre de la nuance. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ce qui se joue en Israël avec cette attaque du Hamas, c'est la lutte contre une certaine vision de la démocratie, des valeurs universelles, face au totalitarisme et un relativisme permanent que nous connaissons aussi sur l'affaire ukrainienne, porté par les réseaux sociaux, par des analystes, et par des États. Vous pensez que le Hamas est capable de transposer un 7 octobre en Europe et en France en particulier? Mais le Hamas est une organisation islamiste fondée par les frères musulmans, qui a une organisation totalitaire qui est les juifs, mais aussi les chrétiens, mais également les musulmans qui ne participent pas de ces théories, qui cachent les femmes, qui poursuivent les homosexuels, qui sont obligés de se réfugier en Israël, à Tel Aviv. Mais le Hamas est une des organisations de ce mouvement, de cette mouvance, de cette idéologie qu'est l'islamisme. Et on a vu avec l'État islamique, le Hezbollah, même si c'est différent évidemment, chiite et bras armé de l'Iran. Mais oui, il y a en tout cas cette pensée totalitaire dans le monde et en Europe, frappée déjà depuis plus de 20 ans par les attentats, veut imposer aux communautés musulmanes issues de l'immigration dans nos grands centres urbains européens, veut imposer son idéologie. Et c'est un continuum. Elle le fait dans les quartiers, dans les associations, dans les mosquées, dans les médias, et elle peut le faire en frappant de nouveau. Quand j'étais en Israël quelques jours après le 7 octobre, et en étant présent là où il y a eu ces attentats, ces attaques, et je pense notamment à la rave party, il y avait évidemment, les familles des victimes en ont parlé, des analogies, des comparaisons avec ce qui s'est passé au Bataclan. C'est-à-dire, on attaque des Israéliens, des Juifs, qui vivent dans des kibboutz, d'ailleurs, ce sont ces Juifs progressistes qui travaillent avec des Palestiniens, et on attaque aussi la jeunesse qui danse de manière insouciante. C'est ce qui s'est passé au Bataclan ou sur les terrasses de Paris le 13 novembre 2015. Donc oui, c'est cet ennemi-là, cet adversaire-là, de la démocratie des valeurs universelles qui est devant nous. Raison de plus pour soutenir Israël dans ce qui est une lutte existentielle et aussi pour déconstruire toutes ces attaques, toutes ces critiques à l'égard de l'État d'Israël. Alors dans votre J'accuse, j'ai vu que vous accusiez le Hamas, que vous accusiez l'Afrique du Sud, vous accusez l'ONU et vous accusez bien sûr aussi la Cour internationale de justice. Alors pour revenir justement à la Cour internationale de justice, je lisais lundi que des accusations de crimes de guerre ont été déposées contre des réservistes de Tsahal. Comment c'est possible ?
Et c'est toute la confusion. Je pense que nous sommes au bout de l'histoire des Nations Unies, dans bien des domaines, parce que d'autres organisations, je pense à l'UNICEF, ça a été vrai aussi pour des ONG, mais même les propos toujours très limités ou limites du secrétaire général Antonio Guterres me font penser que cette organisation n'est pas loin d'être totalement disqualifiée. Ce qui est un vrai problème, parce que nous avons besoin d'un ordre mondial dans ce monde aujourd'hui instable. Mais la Cour internationale de justice, qui a donc statué sur les accusations de l'Afrique du Sud, établit au fond une espèce de parallélisme, c'est ça qui est insupportable, entre un État démocratique qui vit sous le regard de son Parlement, de son peuple, de sa presse, d'institutions. Les Israéliens sont sortis pendant des mois, tous les samedis, pour défendre l'indépendance de la justice, et de la Cour suprême. Et il y a ce parallèle avec le Hamas, dont d'ailleurs on ne parle même pas dans la Cour internationale de justice, puisqu'il ne s'agit pas d'un État, il s'agit en fait d'une organisation terroriste. Et au fond, on met sur le même parallèle l'attaque terroriste qui s'attaquait à des civils comme étant des massacres effrayants, un pogrom à vocation génocidaire, avec la réponse légitime de l'État d'Israël et avec des accusations vis-à-vis de réservistes. La mort d'un enfant israélien ou la mort d'un enfant palestinien, la vie des Israéliens et d'un Palestinien se valent, mais les intentions sont totalement différentes. On attaque des Juifs parce qu'ils sont Juifs pour humilier les vivants et les morts, en violant des centaines de femmes, en pratiquant des massacres effrayants dont on ne connaît pas encore totalement l'ampleur. Vous savez, il y a des enquêtes aujourd'hui qui sont menées en Israël. Ça, c'est ce qui s'est passé. Israël se défend, cherche à protéger d'ailleurs les populations civiles palestiniennes. C'est très difficile à Gaza. Avertit ces populations qui sont utilisées comme un bouclier humain par le Hamas. Et au fond, voilà, c'est la même chose. Balle au centre. Donc ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc c'est ça qui doit être dénoncé. Alors pour tous ceux qui voudront signer la pétition, lire d'abord la pétition et ensuite la signer, l'adresse, eh bien, elle se situe là, en bas de cette page. La pétition, justement, elle sera affichée aussi dans les dernières images de cette émission vidéo, parce que je l'ai trouvée extraordinaire. Pour changer un petit peu de sujet, à la suite des États-Unis, l'Allemagne ou l'Italie, la France a annoncé suspendre à son tour son financement à l'UNRWA, c'est-à-dire l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine et du Moyen-Orient. La raison ? Des employés de l'agence onusienne sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans l'attaque du Hamas le 7 octobre. Manuel Valls, en dehors du rôle des employés, tout le monde savait que tout était détourné, sauf l'ONU. Oui, mais là d'abord, les rapports de l'UNRWA ont servi de base aux conclusions, aux premières conclusions de la Cour internationale de justice. C'était des témoignages réclamés par l'Afrique du Sud. Ce qui fait froid dans le dos, c'est-à-dire avec ce que nous savons. Je pense que nous ne sommes pas au bout des révélations sur l'implication de plusieurs membres, sans doute encore plus nombreux, de l'UNRWA dans les attaques du 7 octobre, dans les prises d'otages, témoignages sur le fait que les otages étaient peut-être chez un enseignant de l'UNRWA. Laissons l'enquête aller jusqu'au bout. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a un problème qui va d'ailleurs bien au-delà de tous ces milliards, ces centaines de millions de dollars de l'ONU pour l'UNRWA, avec un dévoiement de ce qu'est la notion même de réfugiés depuis 70 ans. L'argent de l'Union européenne, les grandes ONG, pour l'éducation de jeunes Palestiniens formés à la haine d'Israël dans les écoles de Cisjordanie ou de Gaza. L'utilisation de l'argent par le Hamas pour non pas construire des hôpitaux ou des écoles, mais pour fabriquer des tunnels et des armes contre Israël. On voit bien la communauté internationale, chacun doit y prendre sa part, mais ne doit pas découvrir cela. Ça n'est pas une surprise.
Donc c'est pour cela qu'il y a besoin d'une mise à plat totale et absolue. Parce que d'un côté, il y a des accusations infamantes vis-à-vis d'Israël. On peut critiquer, les Israéliens sont les premiers à le faire, la stratégie du gouvernement Netanyahou, pourquoi le gouvernement, l'armée, les services de renseignement militaire, le Mossad, le Shin Bet n'ont pas pu prévenir cette attaque. Les Israéliens attendent des réponses très claires à ces questions et la société démocratique israélienne en tirera elle-même toutes les leçons. Mais c'est un État démocratique, accusé d'apartheid, de colonisation, de génocide. C'est-à-dire on fait porter à Israël tout l'État de la domination de l'Occident et de l'homme blanc pour nazifier Israël. Si Israël mène l'apartheid, se livre à la colonisation et un génocide, ce pays n'a pas le droit d'exister. Donc, d'un côté, il y a ces accusations insupportables, avec une idéologie, encore une fois, massive. C'est pour ça que le niveau d'antisémitisme que nous connaissons dans le monde est inégalé par rapport à notre histoire. C'est pour ça que c'est très dangereux. Et de l'autre côté, de manière très hypocrite, mais on a alimenté l'idée. Monsieur Borrell, représentant de la politique étrangère de l'Union européenne, accusait Israël d'avoir fabriqué le Hamas. C'est absurde que les services de renseignement et les responsables politiques israéliens aient joué un moment avec le Hamas, si je peux utiliser cette expression, pour diviser l'OLP. Ce fut sans doute une erreur, mais c'est une réalité. Mais il n'a pas créé le Hamas. Le Hamas est une organisation qui a été créée il y a des dizaines d'années à Gaza. Le lien avec l'Égypte et les frères musulmans est évident. Cheikh Yassine en était le porte-parole, le symbole, le chef. Mais c'est cette réalité. Mais nous, occidentaux, avec une grande naïveté, nous avons contribué à fortifier l'islamisme chez le monde palestinien et la haine d'Israël. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les solutions politiques qui soient trouvées, en fonction de ce qui arrivera dans les prochaines semaines à Gaza ou au nord, avec le Hezbollah, il faut tout remettre à plat. Sinon, le discours sur les deux États et la paix, etc., seront des incantations. Oui, ça risque de revenir. Emmanuel Macron a annoncé lors de sa conférence de presse du 16 janvier qu'un hommage serait rendu aux invalides, justement mercredi prochain, aux victimes françaises du Hamas, et qu'il serait, je le cite, aux côtés de leurs proches, de leurs familles et de tous ceux qui voudront rejoindre. Il a rajouté « Nous nous battons pour la libération des 3 otages ». Manuel Valls, vous êtes un politique. 4 mois. 4 mois. Pourquoi avoir attendu 4 mois ? J'aurais souhaité que cet hommage ait lieu avant. Mais bon, il a lieu. Et je sais que beaucoup de familles de victimes, de familles franco-israéliennes, beaucoup de familles d'otages seront là. Pas toutes, mais beaucoup seront là. Et j'espère que ça sera un hommage, il le sera solennel dans la cour des Invalides, marqué par l'émotion et la solidarité. D'autant plus qu'il reste encore quelques incertitudes, quelques inconnues, vous le savez bien, sur le nombre précis de victimes, d'otages retenus ou de personnes disparues. Bon, j'espère que les autorités israéliennes seront là également. Et moi, je voudrais qu'on revendique plus qu'on le fait. Beaucoup de médias le font, le vôtre bien évidemment, des chaînes d'information également dans notre pays. Mais je voudrais qu'on s'empare beaucoup plus de ce que nous devons à ces victimes. Depuis l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, on a eu autant de compatriotes morts. Ce sont beaucoup de ces personnes qui faisaient leur vie en Israël, mais qui ont un lien avec nous. Il y a un jeune soldat, un véritable héros qui est mort, en protégeant beaucoup de monde autour de lui, totalement français, qui était volontaire dans l'armée israélienne. Qui n'avait pas encore la nationalité israélienne, qui n'avait pas encore accompli son alia. J'ai rencontré ses parents à Jérusalem il y a quelques semaines. Bon, donc c'est ce lien avec la France que nous devons rappeler, et le fait que, nous le disions il y a un instant, la lutte contre le terrorisme et l'islamisme sont un combat que nous menons aussi bien en Israël qu'en France et en Europe. Alors justement, on apprenait mardi que des familles demandent que la présence de LFI soit interdite. Vous les comprenez ?
Oui, évidemment, bon, dans un moment de ce type, les polémiques doivent être laissées de côté. Il faut penser aux victimes, à leurs familles, aux proches, à la douleur qu'elles ressentent. En plus, les conditions des morts et des prises d'otages sont tellement effrayantes que je n'ose même pas me mettre dans la tête de ces familles que j'ai rencontrées à plusieurs reprises. Mais évidemment, il y a une limite. Il y a une limite à la provocation. Qu'une organisation annonce politique, un groupe parlementaire français, qu'elle sera présente alors qu'elle a refusé de qualifier le Hamas comme une organisation terroriste, que beaucoup de ses dirigeants sont sur la corde raide de la critique d'Israël, de l'antisionisme et de l'antisémitisme, que son principal dirigeant, Jean-Luc Mélenchon, a tenu des propos antisémites, que cette organisation, au fond, incarne ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui à travers l'antisionisme, que cette organisation veuille être présente, plus en parlant aussi des victimes franco-palestiniennes, c'est une conclusion insupportable. J'espère qu'eux-mêmes comprendront que leur place n'est pas là. Mercredi dernier, il y a à peu près une dizaine de jours, lors d'une cérémonie pour marquer le 75e anniversaire de la Knesset, Benjamin Netanyahou en a profité pour réaffirmer qu'Israël va, je le cite, anéantir le Hamas, ramener tous les otages chez eux et s'assurer que Gaza ne représentera plus une menace et qu'il n'y aura plus aucun compromis. Elie Barnavi, de son côté, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, constatant un certain enlisement militaire, se prononce, lui, pour un cessez-le-feu qui permettrait, dit-il, de libérer les otages. Manuel Valls, votre sentiment sur ces deux positions israéliennes, mais alors complètement opposées? Bon, c'est le débat permanent, et les deux personnalités que vous citez sont évidemment très opposées, même s'il y a une grande unité en Israël, pays totalement divisé sur le plan politique, la veille du 7 octobre, il y a une très grande unité, une mobilisation énorme de la société, ce qui n'est pas sans poser des problèmes sur le plan économique et social, mais il y a une grande unanimité en Israël pour dire qu'on ne peut plus vivre, qu'on ne peut pas vivre comme voisins avec des organisations qui veulent votre anéantissement. Et en Israël, le sentiment qu'on était très vulnérable, qu'on n'était plus invulnérable, s'est imposé. C'est imposé à Israël et au monde juif en général, face à cet antisémitisme que j'évoquais au début de notre conversation. Mais je pense que des pauses humanitaires où les cessez-le-feu sont toujours possibles, c'est en train d'être négocié actuellement pour permettre la libération des otages. Mais ces cessez-le-feu ou ces pauses humanitaires, plus ou moins longues, ne doivent pas donner l'occasion au Hamas de se reconstituer. Elle est là la crainte des responsables politiques et militaires israéliens. Il faut détruire l'appareil militaire et terroriste du Hamas. L'idéologie islamiste, on ne pourra pas la détruire comme ça du jour au lendemain. Et il faut surtout penser au jour d'après. Qu'est-ce qu'on fait de Gaza? Comment on assure sa reconstruction, le développement pour les Palestiniens eux-mêmes? Qui gère? Il peut y avoir des périodes transitoires avec Israël, évidemment avec l'Égypte, la Jordanie, l'Europe, l'Arabie Saoudite. Bon, il faut trouver un parapluie régional et international. Il faut trouver des solutions très longues, très compliquées, mais il faudra le faire. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est surtout pas Israël de récupérer et de s'implanter à Gaza. Mais en tout cas, toute paix avec les Palestiniens passe par le fait qu'on écarte le Hamas, qui d'ailleurs n'a jamais soutenu le moindre processus de paix, qui en général a tout fait au contraire pour la saboter. Il faut aussi qu'en Israël, on réfléchisse également aux solutions politiques qui viendront après. Mais moi, je pense qu'il y a en Israël des femmes et des hommes capables de porter cet avenir. Alors aux États-Unis, il y a un sondage qui souligne un fort soutien de 83% envers Israël dans son conflit avec le Hamas. En France, ils sont 54% à considérer les actions du Hamas comme des actes terroristes, mais 62% approuvent quand même l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas de Gaza. Manuel Valls, un commentaire sur ces chiffres?
Je pensais que le soutien aux États-Unis était moins important, très honnêtement, quand je vois notamment les débats qu'il y a au sein du Parti démocrate ou dans les universités. Je veux dire que je suis assez rassuré par le soutien majoritaire qui existe dans notre pays, en France, le soutien majoritaire à Israël, et la compréhension par les Français de ce que représente le Hamas et l'islamisme comme danger pour Israël, mais aussi pour nous. Mais c'est pour ça que c'est très important que les autorités françaises tiennent un discours plus net, plus clair dans le soutien à Israël et abandonnent le vieux discours du Quai d'Orsay qui est dépassé par les événements et les réalités. Je suis plus inquiet, en revanche, quand je lis d'autres sondages sur ce que pensent mes compatriotes et mes concitoyens musulmans, à la fois sur la République et la laïcité, c'est un autre débat, encore qu'il y a des liens, et aussi sur le conflit au Proche-Orient ou sur la question de l'antisémitisme. Il y a des risques très sérieux de césure, de fracture, de sécession dans notre société française comme dans les sociétés européennes. Là, il faut y être très attentif en étant d'abord intransigeant. Parce que ce n'est pas le moment d'essayer de tout concilier. Ce n'est pas le moment d'avoir peur de quelque chose. Moi, j'ai regretté l'absence d'Emmanuel Macron à la manifestation contre l'antisémitisme, et j'ai regretté surtout les arguments qu'il utilisait pour justifier son absence, celle de ne pas diviser le pays. Non. Quand on lutte contre l'antisémitisme ou la haine des Juifs, on ne divise pas, au contraire, on rassemble. C'est ce que voulaient dire les Dreyfusards, Clémenceau, Péguy ou Zola que nous avons cités. Jeudi dernier, le CRIF publiait un rapport sur la montée des actes antisémites commis en 2023 qui, selon l'historien Marc Nobel, sont directement liés au conflit israélo-palestinien. On a recensé 1676 actes antisémites en 2023 contre 436 en 2022. Et depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont augmenté de plus de 1000%. Il y a beaucoup de chiffres, je ne vais pas tous les donner, mais sur ces chiffres, j'ai retenu que près de 13% ont lieu dans le milieu scolaire, dont une majorité au collège. Manuel Valls, qu'est-ce que vous inspirent ces chiffres? Est-ce qu'ils sont liés à d'autres facteurs, comme par exemple l'insécurité et l'immigration? Est-ce que vous... Il y a de l'effroi, parce que je reviens à ce que je disais il y a un instant sur les fractures. Des risques dans nos sociétés, des fractures générationnelles aussi, vous avez raison de le souligner. On ne peut pas dire qu'en France, il n'y ait pas un travail de très grande qualité qui soit fait sur la mémoire, sur la Shoah, sur ce qui s'est passé en France, sur difficile. Oui, difficile, mais il est fait. Il y a des milliers de gamins qui vont à Auschwitz-Birkenau tous les ans. Moi, j'étais encore il y a quelques jours en Pologne, donc je le constatais sur place, et beaucoup d'anciens déportés sont venus devant les écoles, et puis il y a beaucoup de films, beaucoup de documentaires autour, par exemple, de la personnalité de Simone Veil. Mais, attention, et France 2 vient de diffuser le film de Lanzmann, de Claude Lanzmann sur la Shoah, mais ça c'est la mémoire. Or, on peut d'ailleurs d'une certaine manière, oui, condamner ce qui s'est passé il y a 79 ans, condamner le nazisme, mais pour mieux condamner ce que fait Israël aujourd'hui, et alimenter ainsi un autre antisémitisme qui est essentiellement issu du monde arabo-musulman, parce qu'avec le soutien d'une certaine gauche intellectuelle, politique ou universitaire. Donc il faut être au clair. Évidemment, le travail de mémoire est indispensable, il est très important. Regardez l'intérêt qu'il y a pour le film, c'est le cas de le dire, qui sort là où la zone d'intérêt à partir du roman de Martin Amis sur le commandant de Auschwitz et la vie de sa famille à l'écart du camp. Mais donc il y a des débats, mais l'antisémitisme, la haine des Juifs, au fond le mot antisémitisme veut dire grand chose. La haine des Juifs, la haine d'Israël, l'antisionisme doivent être pris pour ce qu'ils sont. Et là, vous avez un rôle éducatif, mais vous avez par exemple le rôle de TikTok, des réseaux sociaux, mais notamment de TikTok, qui formate le récit de ce qui se passe au Proche-Orient pour les jeunes.
Donc, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Interdire, par exemple, TikTok, qui diffuse dans le monde et qui est en train de changer le rapport de la jeunesse à ces sujets-là. Donc, là, c'est un cri d'alarme. C'est pour ça que je suis évidemment inquiet sur ces chiffres et sur ce que je dis. Jamais nous n'avons eu un tel niveau d'antisémitisme et de haine des Juifs dans le monde. Le monde est petit, c'est un village, et ça s'est étendu partout. C'est très inquiétant. Oui, ça s'est même réveillé. Dites-moi, il y a des cours d'empathie qui vont être dispensés dans les écoles, j'ai entendu. Ça pourrait aider à faire reculer le racisme et l'antisémitisme ? Il faut agir évidemment dans tous les domaines, dans la culture, dans les médias, à l'école, sur les réseaux, dans les quartiers, dans les clubs sportifs. Et je reviens à ce que je disais, même si tout ne peut pas se confondre, mais la lutte contre l'antisémitisme et la haine des Juifs et la lutte contre l'islamisme vont de pair. La matrice principale de l'islamisme, c'est la haine des Juifs. C'est ça, l'État islamique, Al-Qaïda, le Hezbollah, le Hamas, c'est ça. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et puis, en travaillant sur la réalité, sur la vérité des faits, sur ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a 15 millions de Juifs dans le monde, non ? Il y a 1,5 milliard de musulmans. Ça a marché aussi. Quand vous voyez le rôle de la BBC, cette grande chaîne d'information britannique que nous avons tous admirée, qui déforme la réalité, le rôle des réseaux sociaux. J'étais à une conférence l'autre jour où Eden Musk disait X est le réseau le moins antisémite qui existe. Mais c'est pas le moins antisémite qu'on voudrait, c'est qu'il n'y a pas d'antisémitisme du tout, ni de racisme, ni de haine de l'autre. Donc là, on est dans on utilise beaucoup ce mot, une bataille de civilisation. On est dans une bataille politique majeure. C'est pour ça que je m'implique avec cela, parce que c'est pas uniquement l'avenir des Juifs qui est en question, c'est déjà très important, mais c'est notre avenir, celui de notre démocratie, de nos valeurs. Ce ne sont pas des valeurs occidentales seulement, ce sont des valeurs universelles tout de même. Le 16 janvier, le chef de l'État a dit vouloir mettre fin au CFCM, au Conseil français du culte musulman, lors de sa conférence de presse. Après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, vous étiez Premier ministre et vous avez déclaré « Il faut une remise à plat et inventer une nouvelle relation avec l'islam de France ». On n'a jamais su quelle était votre approche du problème. J'étais comme élu local, comme maire, et puis aussi comme ministre de l'Intérieur, j'ai pris ce sujet avec prudence. Et moi, je vous dis franchement ce que je pense. Il n'y a pas d'instance représentative de l'islam de France. Ça ne marche pas. Nous avons échoué. Peut-être parce que le rôle des États étrangers ou leur influence ou leur ingérence était trop important pendant des années. Nous nous sommes reposés sur eux. Peut-être parce que l'islam sunnite est incapable, pour des raisons historiques, de s'organiser. Moi, j'étais à la fois déçu et en colère, indigné par l'ambiguïté des discours des représentants de l'islam de France, du directeur de la mosquée de Paris, justifiant leur absence à la manifestation contre l'antisémitisme. Donc, je vous réponds le plus honnêtement possible. Pour le moment, c'est très difficile, au-delà du dialogue avec les recteurs des mosquées, avec des instances, mais sont-elles représentatives? Et donc là, il y a un travail sans doute à la base qu'il faut mener en réveillant la société, les intellectuels, les jeunes, les enseignants. Mais c'est très difficile. Pardon. J'ai une toux qui me... Je vous en prie. Les prochaines élections européennes auront lieu le 9 juin 2024. Pouvoir d'achat et prix sont les premières préoccupations des électeurs. Viennent ensuite sécurité, immigration, environnement, protection sociale, lutte contre le terrorisme, etc., etc. La liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, est créditée de 27% et fait la course en tête. Suivent la majorité présidentielle, le Parti socialiste, LFI, les Républicains, Europe Écologie Les Verts, ceci pour les principaux partis. On constate, et ce n'est pas seulement en France, un glissement des électeurs vers la droite. À quoi est due cette évolution, Manuel Valls? Oula, il faudrait beaucoup de temps pour on n'en a pas assez dans cette émission. Mais c'est déjà beaucoup de temps que vous me consacrez, je vous remercie. La peur, au fond,
les gens ont peur de l'avenir, le réchauffement climatique, des risques d'une conflagration nucléaire, de la guerre évidemment en Ukraine, une forme de déclassement collectif et individuel, des attentats, de l'islamisme, bon, donc de l'insécurité, de la violence sur les personnes qui en France augmente. Donc les discours basés sur la peur et sur la description de ces phénomènes que je viens d'énumérer marchent. Et de l'autre côté, les forces, on va dire, démocratiques européennes sont très divisées. C'est vrai pour la droite, c'est vrai pour le Parti populaire européen, c'est vrai pour la gauche et encore davantage en France. Moi, je trouve qu'on devrait serrer les sujets. Vous voyez, je pense qu'il y a des grands sujets. Je pense notamment à la guerre en Ukraine. Une guerre est possible en Europe. Elle a lieu déjà en Ukraine, mais elle peut s'étendre. Beaucoup d'experts militaires en parlent encore ces derniers jours. Rien ne dit que la Russie ne peut pas demain s'attaquer à un pays membre de l'Union européenne et de l'Alliance Atlantique. Donc là, notre autonomie stratégique, une économie de guerre, le financement de nos industries militaires et des moyens que nous devons avoir pour nous défendre, ça me paraît de la grande priorité. Il faut en parler aux gens. Les peuples sont intelligents. Il y a le conflit au Proche-Orient, ses conséquences en Europe, la haine des Juifs, la montée de l'islamisme. C'est l'autre grand sujet qui d'ailleurs alimente énormément les formations populistes, qui se nourrissent aussi du fait que tous les autres ont du mal à en parler ou sont gênés par ces sujets. Il y a la transition écologique, évidemment, mais comment on la rend positive et non punitive et utile pour notre économie, notre industrie ou notre agriculture. Il y a l'autonomie alimentaire. Et l'Europe, ces dernières années, a plutôt progressé. Elle s'est unie face à l'Ukraine. Elle a su répondre à la crise sanitaire de la Covid-19. Il faut aussi un discours optimiste. Parce que si tout le monde se nourrit du même pessimisme et du même discours de décadence et de la fin de l'Occident, alors à ce moment-là, donnons la clé du pouvoir aux partis populistes. Tout au long de vos engagements politiques, vous avez toujours combattu le FN. Est-ce qu'il y a pour vous une différence entre FN et RN maintenant? Il y a forcément des différences. Vous savez, moi je considère qu'il y a eu un événement politique majeur, presque anthropologique, si je veux faire savant. La présence de Marine Le Pen et des héritiers direct ou indirect, d'un parti qui s'est nourri des idées de la collaboration, je veux parler du Front National, à la manifestation contre l'antisémitisme et l'absence d'une partie de la gauche. Pas seulement LFI, mais la CGT, la FSU, etc. Donc, jamais on avait vu ça dans une manifestation contre l'antisémitisme. Tout d'un coup, en France, il y a une histoire. On a commencé à parler de Dreyfus, mais il y a une histoire. Et c'est un choc majeur que Serge Klarsfeld, avec des mots que je comprends, se soit félicité de la présence du RN, marquant ainsi une rupture avec ce passé. On dit long sur ce qui est en train de se passer. Mais enfin, il n'y a pas eu au RN de condamnation. Même M. Bardella, après, il a balbutié sur ce sujet, mais a souligné que Jean-Marie Le Pen n'avait jamais été antisémite. Bon, tout ça. Il y a un député qui était patron d'une librairie qui vendait il y a encore très peu de temps des bouquins, des disques ou je ne sais quelle propagande antisémite. Donc il y a une évolution incontestablement du RN. Moi, je ne suis pas rassuré pour autant. Et je connais les liens de ce parti avec la AfD allemande, parti néo-nazi. Je connais ses liens avec Poutine. Donc, faisons attention. L'habileté du RN et de Mme Le Pen ne doit pas faire nous oublier la nature de ce qu'est l'extrême droite, même s'il faut combattre cette extrême droite, pas uniquement au nom de l'histoire, mais par rapport à son programme économique, sa vision de l'Europe, ses liens avec la Russie, par exemple. Je le disais précédemment, on constate un glissement des électeurs dans leurs intentions de vote vers la droite. Et dans certains médias, on a l'impression que la parole s'est libérée. Je citerai Europe 1, Boulevard Voltaire, le JDD et CNews. CNews où Laurence Ferrari, chaque soir, et c'est la seule, rappelle le nombre d'otages aux mains du Hamas. Manuel Valls, comment vous analysez cette évolution qu'on pourrait qualifier de médiatique? Il y a surtout un abandon d'une partie de la gauche. Moi, je suis un républicain de gauche. Je mourrai à gauche malgré moi et malgré elle, pour reprendre la belle phrase d'Albert Camus.
Hein. Attendez. J'ai trouvé une de vos citations. Le Parti socialiste s'est daté, ça ne signifie plus rien. Le socialisme a été une merveilleuse idée, une splendide utopie, mais c'était une utopie inventée contre le capitalisme au XIXe siècle. J'avais dit qu'il fallait que le Parti socialiste change de nom. J'ai dit plusieurs fois, j'ai dit comme Premier ministre. Vous aviez même trouvé un nom. 2014. Comme quoi, je n'avais pas forcément tort sur ce sujet-là également. Mais bon, je ne vais pas me citer et dire que, en grande partie, les formations de droite ou national-populistes ont progressé aussi parce que la gauche française, n'a plus parlé de la République, de la nation, de la patrie, de l'autorité. Moi, quand des électeurs demandent de l'autorité, de la sécurité ou de la laïcité, je ne crois pas à un glissement à droite. C'est la gauche qui a inventé la nation. C'est la gauche qui s'est identifiée à la laïcité pendant des dizaines d'années. Donc, on a laissé tout cela. Je fais partie de ceux qui disaient que c'était déjà une erreur. Donc, au fond, dans les médias, c'est la même chose. Moi, j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour Laurence Ferrari, et elle fait un travail formidable. Mais alors, après qu'il y ait des médias, des réseaux, vous en avez cité, moi je ne confonds pas Voltaire et CNews ou Europe 1, mais il y a aussi chez une partie de la droite extrême, dans le soutien par exemple à Israël, la lutte contre l'islamisme, contre les musulmans, contre l'islam qui domine, ne soyons pas naïfs. Mais ce qui me désole, ce qui m'indigne, c'est qu'une partie de la gauche, politique, médiatique, intellectuelle, universitaire, a abandonné totalement ce terrain. Heureusement, en France, des hommes politiques, des femmes politiques qui se battent, j'en fais partie, des intellectuels comme Elisabeth Badinter, Caroline Forest, Rachel Kahn, Raphaël Enthoven, bien d'autres, des médias, heureusement, qui luttent contre cette dérive. On aurait pu parler de l'histoire des socialistes, des juifs et d'Israël, de votre manière de voir le socialisme que vous considérez comme un projet politiquement dépassé. On aurait pu se poser des questions comme « Où est la gauche en France ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi s'éparpille-t-elle façon Pulse ? Les causes de sa déliquescence, les illusions perdues, les rêves, étaient-elles loin de la réalité ? Enfin, on aurait pu se demander si le PS respire encore. Mais le temps imparti à vous questionner arrive à sa fin. La seule chose que je rajouterai en paraphrasant Annie Girardot, je ne sais pas si la politique vous manque, Monsieur Valls, mais une chose est sûre, vous manquez à la politique de la nation. Merci Monsieur Valls, merci Manuel Valls d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous et merci de vos mots surtout.